Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 22h sur Télé Djibouti. Voici les titres qui vous seront développés. Conférence sur les mutations géopolitiques et stratégiques mondiales. Actualité internationale, régionale. Paul Kagame a été élu président lors du 20e sommet. Merci de nous accueillir chez vous. La salle de l'Institut diplomatique a abrité avant-hier après-midi une conférence sur les grandes mutations du monde. Une conférence présidée par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, M. Mohamed Alessian, en étroite collaboration avec l'ambassadeur de France, M. Christophe Guillou. Le directeur de l'Institut diplomatique, M. Moussa Ali Megak, cette séance donnée par l'éminente a été célébrée géopolitiquement française Pascal Boniface. Conférence sur les grandes mutations du monde. Conférence présidée par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, M. Mohamed Ali Hassan, en étroite collaboration avec l'ambassadeur de France, M. Christophe Guillou, et le directeur de l'Institut diplomatique, M. Moussa Ali Megag. Cette séance donnée par l'éminent et célèbre géopolitologue français Pascal Boniface a porté sur les mutations géopolitiques et politiques que connaît le monde. Un ordre mondial en pleine récomposition entre unipolarité et multipolarité et entre autres la vaste redistribution des cartes de la puissance entre les grandes nations et les nations émergentes depuis la fin du monde bipolaire. L'éminent intellectuel avec une approche géopolitique et géoéconomique a fait un tour d'horizon mondial avec en étoile de fond les bouleversements que la planète connaît. Monsieur Pascal Boniface a éclairé de sa lanterne un public composé des hauts cadres de l'administration, une pléiade d'intellectuels djiboutiens venus du monde universitaire, du CERD, mais aussi un parterre de jeunes. À l'issue de son grand oral, M. Pascal Boniface a eu un échange avec un public plutôt conquis. En ce qui concerne la République de Djibouti, M. Boniface a évoqué l'unicité géostratégique de la République de Djibouti dans la carte des enjeux mondiaux. Djibouti bénéficie d'une situation géopolitique exceptionnelle par sa situation. C'est le seul pays où il y a une base militaire américaine, française et chinoise. C'est dire l'attractivité de ce territoire. Et par ailleurs, les évolutions géostratégiques qui viennent plutôt diminuer les conflits existants, je pense notamment à la situation entre l'Érythrée et l'Éthiopie, donnent des atouts nouveaux à Djibouti de par cette situation comme porte vers un continent en développement. Djibouti, c'est à la fois une entrée et un débouché pour l'Afrique. Et donc, on peut penser effectivement que Djibouti utilise assez intelligemment la nouvelle concurrence qui existe à propos de l'Afrique pour valoriser ses intérêts et faire valoir son intérêt national. Quant au directeur de l'Institut diplomatique, M. Megag, il a souligné l'importance d'établir un partenariat entre l'Institut diplomatique et l'Institut de relations internationales et stratégiques dont M. Boniface en est le directeur, pour le partage du savoir et de l'expertise. Ici à Djibouti, ici à l'Institut, on est en train de construire des partenariats diversifiés. La France a toute sa place et d'ailleurs la présence de M. Pascal Boniface en témoigne donc, de notre intérêt de travailler davantage avec leurs institutions pour aussi montrer aussi l'importance du Djibouti en termes géostratégiques aussi. Vous avez toutes ces puissances, elles ne viennent pas par hasard. Djibouti a des potentiels importants, porte d'entrée avec toutes ces infrastructures. Donc on va donc travailler avec les partenaires des think tanks pour la compréhension mutuelle. Après les débats, une séance de photos et de dédicaces ont eu lieu ensemble un jeudi après-midi très studieux pour les participants de cette conférence qui à coup sûr n'ont pas vu le temps passer. Autre actualité, le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, a célébré aujourd'hui, à l'instar des pays du monde entier, la journée mondiale des zones humides à Ramous, Loyada et la localité de Douda. Pour cette nouvelle édition, le thème retenu est des zones humides, le changement climatique. Le thème vise à souligner le rôle important joué par les zones humides en tant que solution naturelle dans l'adaptation au changement climatique et l'atténuation de ses effets. La journée a été présidée par le directeur de l'environnement et du développement durable, M. Hussein Rilash Robleh. Aussi, la journée mondiale des zones humides célèbre l'anniversaire de la Convention sur les zones humides. La Convention Ramsar, au nom de la ville d'Iran où elle a été signée le 2 février 1971. Les zones humides sont parmi les milieux les plus productifs du monde. Elles sont les berceaux de la diversité biologique. Également, elles entretiennent de fortes concentrations d'oiseaux, de mammifères, de reptiles, d'amphibiens, de poissons et d'invertèbres.
et sont aussi des greniers importants de matériel génétique végétal. La République de Djibouti a ratifié la convention Ramsar le 22 novembre, rappelons-le, 2002, et a inscrit à Remous, Loyada, 3000 hectares sur la liste des zones humides d'importance internationale. Site Ramsar ayant une superficie totale de 3000 hectares. Aujourd'hui, à cette journée mondiale des zones humides, cela nous a permis, moi en tant que directeur et les enseignants et l'ensemble des élèves, à sensibiliser les enfants sur l'importance des zones humides. Donc, comme nous les a expliqué notre collègue du ministère de l'Environnement, cette zone est une zone primordiale pour les oiseaux migrateurs. Et ça nous a permis aussi, nous, de sensibiliser nos enfants sur la protection de l'environnement. Écoutons à présent le directeur de l'environnement et du développement durable, M. Hussein El-Joblé, sur cette journée. Cette zone, qui est une zone où vraiment il y a la marée haute et la marée basse, quand elle est découverte, la marée basse, pratiquement c'est une zone où beaucoup d'oiseaux viennent se nourrir. Et ces oiseaux, c'est des oiseaux qui viennent de très loin, en général de l'Europe, parce qu'à cette période maintenant il fait froid, c'est des oiseaux qui migrent. Et Djibouti est aussi une porte d'entrée pour des millions d'oiseaux migrateurs. Ces oiseaux viennent ici se reposer et après ils vont aller vers l'ensemble des pays de l'Afrique. Donc Djibouti est un couloir pour les oiseaux migrateurs. Et cette zone, c'est une zone de repos. Cette zone de Haramous est aussi particulière parce qu'il y a aussi la mangrove, qui est aussi une richesse aussi à protéger, parce que la mangrove est aussi une zone où beaucoup d'oiseaux, où beaucoup d'animaux marins très petits, juvéniles, se reproduisent. Tout à fait autre chose, la 8e édition de l'exercice Koultas Express a démarré à Djibouti la semaine dernière et c'est pour une durée de 2 semaines. Cet exercice permettra de répondre efficacement aux menaces que représentent la piraterie maritime et le terrorisme maritime. Voici un magazine de la rédaction et commenté par Choukri Ali. L'exercice annuel Cutlass Express permet de tisser des liens toujours plus étroits de coopération et de collaboration avec les partenaires régionaux et internationaux dans la volonté commune et de lutter contre les menaces dans le domaine maritime. L'exercice Cutlass Express, parrainé par le gouvernement militaire des États-Unis en Afrique, Africacom, vise à améliorer la coopération régionale, la sensibilisation au domaine maritime et les techniques de partage d'informations pour renforcer les capacités des pays de l'Afrique de l'Est et ceux de l'océan Indien occidental en vue de lutter efficacement contre le trafic maritime illicite. En effet, Cutlass Express constitue l'un des 4 exercices maritimes africains destinés à améliorer la coopération, l'expertise et la pratique de partage d'informations entre les parties prenantes afin de renforcer la sûreté et la sécurité dans la région de l'Afrique de l'Est. La cérémonie de lancement a vu la participation du chef d'état-major général des armées, le général Zekri Cheikh Ibrahim, le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis à Djibouti, Alexander Hamilton, le contre-amiral US Navy pour l'Africacom, Eddie Berg, le commandant de la marine nationale, le lieutenant-colonel Ahmed Ahar Jama, le commandant de la garde côte djiboutienne, le colonel Waïs Omar Bourré, le vice-ministre de la sécurité de la République fédérale de la Somalie. Motivé par son positionnement géostratégique qui se situe sur l'emplacement de notre pays aux portes du détroit de Bab el-Mandab, une des voies maritimes commerciales internationales les plus utilisées, le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh et son gouvernement ont tout mis en œuvre afin de lutter contre toutes les formes de menaces et activités illégales dans le domaine maritime. Plusieurs discours ont ponctué la cérémonie de lancement de l'édition 2019. Tous ont tenu à rappeler la raison d'être de cet exercice qui tend à apporter une solution adéquate à l'asservissement de la marine marchande. Le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Djibouti, M. Alexander Hamilton, a dans un mot expliqué les raisons pour lesquelles les États-Unis d'Amérique apportent son soutien inconditionnel pour la sécurisation des eaux. Les États-Unis d'Amérique reconnaissent l'importance d'une Afrique de l'Est stable et sécurisée. La sécurité et la stabilité de tous les pays impliqués dans Cutlass Express dépendent largement
d'un environnement sécurisé sur la côte et dans les eaux avoisinantes de plusieurs facteurs dont les organisations terroristes, les groupes terroristes, la pêche illégale, la sécurité et le bien-être économique de la région. De son côté, le contre-amiral de l'US Navy pour l'Africacom, Eddie Berg, a remercié le gouvernement djiboutien pour la tenue et la bonne réussite de cet exercice annuel. First, on behalf of the United States Africa Command, au nom du commandement des États-Unis pour l'Afrique et des forces navales des États-Unis en Afrique, je tiens à remercier les citoyens, le gouvernement, les militaires et les médias de Djibouti pour l'accueil chaleureux que vous avez réservé à tous les participants pour leur Cutlass Express. Au colonel Ahmed Dahir Jama et au colonel Waïs Omar Borre, nous vous remercions de votre appui à cet exercice et de votre présence ici à Djibouti. Cutlass Express 2019 est une initiative destinée à évaluer et à valider les capacités et les moyens combinés des forces de l'ordre maritime qui sont indispensables tant à notre sécurité maritime nationale que régionale. C'est dans ce contexte que le lieutenant-colonel Ahmed Dahir Jama, commandant de la Marine nationale, accompagné du colonel Waïs Omar Borre, commandant de la garde-côte djiboutienne, ont conjointement visité le centre d'instruction navale de la garde-côte pour s'enquérir du bon déroulement de cette formation. Les pays participants à cet exercice cette année incluent, outre Djibouti, représenté par la garde-côte et la marine nationale, le Kenya, la Somalie, l'Ouganda et les Comores. Des instructeurs américains et hollandais vont également y prendre part, ainsi que des observateurs comme le Canada, la Turquie, le Japon, la Thaïlande et le Royaume de l'Arabie Saoudite. Au niveau des cours magistraux, que des activités pratiques qui se dérouleront sur terre et en mer. Nous sommes présents aujourd'hui pour inspecter l'exercice qui a débuté ainsi que l'ensemble des participants. Cet exercice a pour objectif de renforcer la sûreté et la sécurité maritime. Ainsi, la garde-côte djiboutienne et les forces de la marine djiboutienne font partie des différents pays qui prennent part à cet exercice. Et si nous sommes les représentants des deux corps, nous affirmons que nous sommes prêts à assumer correctement la responsabilité que notre gouvernement nous a confiée, à savoir l'état-major général des forces armées djiboutiennes. Et pour ça, nous devons préparer les forces qui doivent faire ce travail. Aujourd'hui, plusieurs pays dispensent leurs connaissances, à savoir l'Inde, Hollande et les États-Unis d'Amérique. Dans le cadre de la promotion de l'artisanat, le ministère délégué au commerce, l'artisanat et au tourisme a organisé récemment une exposition de vente des produits d'artisanaux djiboutiens. L'exposition de vente a eu lieu jeudi au casino de Hermous. À travers cette journée, l'on vise à valoriser les métiers artisanaux et promouvoir la culture djiboutienne dans sa diversité. En tout, 20 artisans djiboutiens ont pu exposer leurs produits que des militaires étrangers ont admiré et acheté pour contribuer ainsi à la promotion de l'artisanat djiboutien. 3 jours durant, les gens sont appelés à venir acheter ce qui les intéresse, notamment des prêt-à-porter conçus des mains de jeunes couturiers et qui veulent faire le bonheur. Et en tout cas, voici les mots de M. Dakr Ali Ahmed, directeur du casino de Hermous, lors de l'exposition de vente qui a eu lieu jeudi au casino de Hermous. C'est cette exposition qui regroupe à peu près tous les secteurs d'artisanat de Djibouti. Donc c'est pas la première fois qu'on organise ce genre d'événement. Déjà on l'a fait par le passé une fois en collaboration avec l'UNFD sous l'impulsion de son excellence Madame la Première Dame Khadra Mahmoud Haïd. Et aujourd'hui donc c'est un nouveau partenariat avec le ministère du Commerce et de l'Artisanat. Et j'espère que nous pourrons renouveler ce genre d'opération qui va bien évidemment promouvoir notre artisanat et pouvoir offrir une vitrine peut-être un petit peu cosmopolite avec notre clientèle internationale et permettre aussi aux Djiboutiens qui n'ont pas l'occasion d'avoir accès à ce genre de produits et offrir bien évidemment une vitrine à tous nos artisans ici derrière nous qui pourront bien évidemment vendre tous leurs produits sur le parking du casino. Sans plus tarder, écoutons à présent M. Abdallah Dahir Hassan, directeur de l'artisanat et du tourisme. Aujourd'hui, nous sommes au casino pour une vitrine artisanale. Tous les gens se posent la question, quand est-ce que l'art djiboutien sera mis de l'avant? Donc nous allons bientôt, avec le ministère du Commerce et le directeur ici présent du casino, signer un partenariat qui est gagnant-gagnant pour les artisans et pour le casino. Donc ce sera une fois par mois, j'espère. Et Inch'Allah que
Dieu nous accompagne dans cette action. Tout à fait autre chose, dans le cadre de l'opération Djibouti Ville Propre, la garde-côte djiboutienne a entrepris dans la journée d'aujourd'hui une opération de nettoyage au niveau de l'avenue Nasser. Il s'agit d'un nouveau témoignage de l'action sociale dans laquelle s'implique la garde-côte djiboutienne qui a déjà participé à une telle opération sur l'avenue Nasser. L'opération de nettoyage qui s'est déroulée ce jour-ci sur cet axe routier a consisté à un ramassage complet des détritus et déchets. La garde-côte djiboutienne a été soutenue dans cette opération par la mairie de la ville de Djibouti, les services de l'ADR, les résidents de l'avenue Nasser qui ont pris part à cette activité sociale. Le colonel Ouass Omar Bourré, commandant de la garde-côte, et la mairie de la ville de Djibouti, Mme Fatouma Awal Ousmane, se sont félicités du bon déroulement de l'opération et ont renouvelé leur vœu d'unir leurs forces pour renforcer l'action de porte de l'opération Djibouti à ville propre. Sport à présent sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. La salle polyvalente du stade Hassan Goulet a abrité hier une compétition organisée par la fédération djiboutienne de Dakaito Rio. En effet, cette compétition intitulée « Le trophée du président » est dédiée au président de la République afin de remercier pour avoir institué cette discipline en sport national. Aussi, les finales se sont déroulées en présence du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, M. Hassan Mohamed Kamil, le vice-président de l'UNFD, Mme Hassan Mohamed Blil, et l'honorable Ali Zaid, ainsi que la présidente de la fédération djiboutienne Dakaito Rio, Mme Medina Salah, ainsi que de nombreuses hautes personnalités du pays. Rappelons que cette compétition qui a regroupé quelques centaines de pratiquants a pour objectif de permettre aux responsables d'évaluer le niveau des adhérents, mais également de vulgariser davantage cette belle discipline auprès du public. Samedi le 2 février au Stade Goulet pour une manifestation nommée Trophée du Président. Sansé le Uta, on le remercie profondément. Il a voulu que la République de Djibouti soit à la même échelle de pied au niveau des manifestations. On avait eu cette chance à faire cette manifestation, ce type de manifestation à As'ila, Gobaad, dans la semaine passée. Aujourd'hui, dans la capitale, au nom de la Fédération djiboutienne Dakaito Rio, nous tenons à remercier son Excellence M. Hassan Mohamed Kamil pour avoir mis à notre disposition la grande salle polyvalente des stades Goulet. Restons dans le sport. La Ligue régionale de natation a organisé hier la première journée de championnat régional à Tadjoura. En effet, cette journée a vu la participation des clubs, des établissements scolaires, écoles primaires, collèges, lycées général et lycées techniques et d'autres de la ville blanche. Le succès de cette discipline auprès de la jeunesse tadjourienne est palpable. L'organisation de cette journée par la Ligue régionale de Tadjoura a parfaitement réussi et témoigne du professionnalisme de l'équipe régionale et la Fédération djiboutienne de natation qui ont pris part à cette journée. Le vice-président du conseil régional, Abdelkader Omar, et le proviseur du lycée technique, M. Gabaas Mohamed, les sages de nombreux parents des athlètes pour témoigner de leur soutien à la Ligue régionale. Actualité internationale en nouvelle du monde, les États-Unis se retirent aujourd'hui. C'est désormais tout ce qu'il y a de plus officiel. Les États-Unis se retireront aujourd'hui du traité de désarmement nucléaire signé avec Moscou. Pendant la guerre froide, il faudrait ensuite 6 mois pour que le retrait soit effectif. Washington accuse la Russie de ne pas respecter ce traité qui a aboli l'usage des missiles terrestres d'une portée de 5000 à 5500 km. Les tentatives de négociation n'ont rien donné. Si l'OTAN partage les soupçons des États-Unis, la Russie rejette les accusations de violation du traité et accuse en retour Washington de vouloir relancer la course aux armements. À l'origine du contentieux, le déploiement par la Russie de son système de missiles capable de transporter une arme nucléaire et qui pourrait, Washington comme pour l'OTAN, d'une portée supérieure à 500 km. C'était dans les titres. Paul Kagame a été élu nouveau président de la communauté régionale de l'Afrique de l'Est. Le chef d'État rwandais succède à son homologue ougandais Yoweri Kaguta Museveni. L'élection a eu lieu lors du 20e sommet des chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est.
en anglais East African Community, qui s'est tenu hier à Arusha, en Tanzanie. Paul Kagame, qui devrait céder sous peu la présidence de l'Union africaine, l'Égyptien Abdel Fattah al-Sisi succède ainsi à l'Ougandais Yoweri Museveni. Tous les 6 membres de l'OAC ont pris part au sommet. Le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda et le Rwanda qui ont été représentés par leur président. Le Burundi et le Sud-Soudan l'ont été par leur ministre. Toujours dans l'actualité internationale, la Belgique a dit aujourd'hui avoir accepté d'accueillir l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, acquitté par la Cour pénale internationale de crimes contre l'humanité commis en 2010 et en 2011 lors des violences post-électorales en Côte d'Ivoire et libéré hier sous condition. Selon la presse belge, la seconde femme de Laurent Gbagbo, Nani Abamba, 47 ans, épouse lors d'un mariage coutumier en 2001 et qui avec qui a eu un fils, vit actuellement en Belgique. L'ancien dirigeant ivoirien devrait, le cas échéant, se tenir à tout moment en disposition de la CPI, a-t-il ajouté. Monsieur Gbagbo, 113 ans, a été libéré hier par la CPI sous condition, dans l'obligation de résider dans un État membre en attendant un éventuel procès en appel. Dans leur décision, le juge n'avait pas précisé les pays qui accueillera M. Gbagbo ni un retour à l'ancien président dans son pays, qui fait partie des États membres de la Cour, était envisageable. Et enfin, dans l'actualité internationale, une semaine après la catastrophe, les images de la catastrophe minière sont passées en boucle sur les télévisions brésiliennes. Ces images montrent la coulée de boue impressionnante environ de la ville de Brandilo après la rupture d'un barrage dans le sud-est du pays le 25 janvier. Le bilan de la catastrophe ne cesse d'augmenter. Au moins 115 personnes ont perdu la vie et on compte plus de 248 disparus. La majorité des victimes travaillaient dans une mine appartenant au groupe multinational Vale. Nombre d'employés ont été piégés alors qu'ils étaient en train de déjeuner dans la cantine d'entreprise. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.